le constat, hein, pourquoi j'ai écrit ce livre, ce constat est basé sur mes années d'expérience professionnelle et au travers des différentes missions que j'ai pu conduire pour les différentes banques dans le monde, j'ai vraiment essayé de prendre la focale la plus large possible, à la fois personnelle aussi professionnelle, et de voir en fait comment un pays, voire même un continent, qui dispose de tant de ressources, de matières premières, a du mal encore à dérouler. Donc j'ai essayé de décrypter avec une lecture singulière, une analyse, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place, mettre en avant pour aider le continent à se développer. Sachant qu'on a un continent africain qui aujourd'hui, on va dire dans 25 ans, aura une population d'environ 2 milliards d'individus, ce qui fera de lui la première puissance démographique mondiale. Et d'ailleurs, on ne se trompe pas quand vous voyez les Américains, il y a, je crois, un an à peine, dans leur fameuse revue le Times, on définit l'Afrique comme the hopeless continent, ce qui veut dire en fait le continent de l'espoir. Donc c'est des signes qui ne trompent pas. Maintenant, l'Afrique doit engager des réformes structurelles qui vont permettre ce décollage. Alors, donc, on a mis les pieds dans le plat, hein. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de ce cadre réglementaire-là au niveau de la finance en Afrique? Alors, aujourd'hui, sur le continent africain, selon nos observations, on a effectivement un secteur bancaire qui est assez guerrier, assez riche. Donc, ce secteur bancaire est principalement constitué de banques commerciales. Ces banques ont en leur sein effectivement développé des activités. Et quand on regarde, en fait, on peut qualifier aujourd'hui que les banques africaines sont en grande partie des banques de dépôt. Je m'explique. C'est-à-dire que la transformation, en fait, des dépôts en crédit n'est aujourd'hui pas opérée comme il aurait fallu. Et on sait que pour soutenir les économies, il faut qu'on injecte du crédit dans une économie. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, les banques sont méfiantes, n'ont pas aussi une vraie connaissance à la fois des secteurs d'activité, de leurs clients, et donc, par mécanisme, en fait, elles se protègent. Est-ce que cela ne crée pas une sorte d'instabilité financière, je veux dire, sur le continent? Puisque si aujourd'hui les banques n'ont pas forcément ce regard-là par rapport à la confiance, parce que pour qu'une économie puisse être dynamique, il y a l'élément important qui est la confiance. Et si les banques aujourd'hui n'ont pas confiance par rapport à l'injection, tu me permettras l'expression, de ce crédit dont on parle, est-ce que ça ne crée pas une sorte d'instabilité financière? Alors, quelque part, on peut dire que le secteur bancaire doit booster l'économie. Mais pour que ce secteur bancaire booste l'économie, il faut qu'il y ait des réformes structurelles des États qui accompagnent et qui soutiennent les banques. Alors aujourd'hui, les banques, effectivement, n'injectent pas assez dans le crédit parce qu'elles n'ont pas la connaissance, comme je l'ai dit. Et ce qu'on manque aujourd'hui en Afrique, c'est d'avoir des banques qui ont une vraie expertise à la fois des clients, des secteurs d'activité, et qui leur permettront en fait d'adapter leur politique de risque. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre le mobile money que la plupart de la population, je vais prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire qui utilise beaucoup tout ce qui est mobile money avec des sociétés qui sont implantées, ces populations-là partent plus vers ces moyens de paiement au lieu des banques. Qu'est-ce que l'État, ou bien quelle est, la teneur des actions à mener pour sensibiliser, parce qu'il y a un point important de la sensibilisation? Je vais juste interrompre un moment pour une communication. C'est par rapport à un véhicule. Le propriétaire du véhicule de marque Hyundai, immatriculé 1694 LL01, est prié de déplacer son véhicule. Je répète, le propriétaire du véhicule Hyundai, immatriculé 1694 LL01, est prié de déplacer son véhicule, sous peine de le récupérer à la fourrière. Dernier message, Hyundai, immatriculé 1694 LL01, merci de déplacer le véhicule. Merci. Merci beaucoup, Henri. Donc, voilà. La situation de mobile money qui est beaucoup utilisée par la population, qu'est-ce que l'État doit faire en termes de sensibilisation pour attirer cette population-là vers la bancarisation? Parce que le taux de bancarisation en Afrique, il est très faible. Effectivement, je confirme ton analyse.
le taux de bancarisation en Afrique, quoique, même si en Afrique de l'Ouest, il est un peu plus élevé que sur le reste du continent, reste encore relativement faible et marginal compte tenu de la population. Donc il y a des actions qui doivent être conduites. Un, les États doivent encourager à ce que, par exemple, le paiement des salaires des fonctionnaires passe par le circuit bancaire. Aujourd'hui, on a encore pas mal de pays où les salaires sont versés main à la main. Donc les gens vont au guichet, se présentent et récupèrent leur enveloppe tous les mois. Donc ça, c'est une première action qu'il faut faire. Et de plus, introduire au maximum du numérique. En fait, les États doivent investir massivement dans le numérique pour que on puisse lutter effectivement contre tout ce qui est politique de blanchiment, corruption de capitaux, pour avoir également cette traçabilité effectivement des différents flux. Et ensuite, je dirais que les banques doivent jouer un rôle qui est important. Quand on voit aussi le niveau de revenus des fonctionnaires, par exemple, et le coût des taxes et des frais bancaires qui sont relativement élevés, donc ça reste aussi quelque chose qui est un frein aujourd'hui au développement. D'où on a effectivement les mobile money bank qui se développent un maximum parce que justement le coût financier en fait des frais bancaires sont relativement élevés. Ne serait-ce qu'avoir une carte bleue où on a un paiement annuel qui des fois peut monter jusqu'à 150 ou 200 $ par an. Alors ça reste un budget qui n'est pas à négliger. D'accord. Ce matin, on a parlé avec Monsieur Zié Zemogo de l'accès au financement. On le dira pas assez, hein, le Let's Talk Bet Business est un événement dont le cœur l'information économique. Pour toi, quels sont les mécanismes, quels sont les outils ou bien quelles sont les voies qui existent pour faciliter l'accès au financement, surtout pour les PME, parce que on sait que la plupart des entreprises en Afrique, ce sont des PME. On parle de pratiquement 80% du tissu économique qui est basé sur les PME. Pour toi, quelles sont les voies qui peuvent aider ces PME-là à avoir un accès facile au financement? Alors, l'accès au financement, effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas qu'en Afrique où le tissu économique est basé sur les PME. Donc en Europe également, même aux États-Unis, le socle de l'économie est tenu par les PME. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est là où moi j'estime que le secteur bancaire a un rôle qui est important à mettre en place. Je dirais que le secteur bancaire doit, et notamment en Afrique, ne plus être uniquement une banque de dépôt. Le secteur bancaire, en fait, doit devenir une vraie institution avec une expertise sectorielle et développer ce qu'on appelle de la BFI, c'est-à-dire de la banque de financement et d'investissement, où on va retrouver des experts sectoriels qui vont effectivement avoir et collecter de l'information. Comme tu le sais, tu fais de l'intelligence économique. Celui qui a de l'information économique en amont peut anticiper effectivement tous les risques. Et donc, plus les banques en fait vont développer cette sectorialité, cette expertise forte sur les secteurs, va leur permettre d'une part, d'abaisser, de mieux maîtriser leur politique de risque, et de facto, les taux d'emprunt qui sont relativement élevés vont pouvoir baisser. Tu vois, mais est-ce qu'aujourd'hui, les taux, ils sont pas assez élevés par rapport à la demande qui est faite par les PME? Parce que ce problème-là, il revient souvent. On dit, bon, on veut du financement, mais les banques nous donnent des taux très élevés. Comment est-ce que l'État même peut intervenir pour Alors, il y a effectivement, si on prend des effets qui se passent en Europe, par exemple, on a l'État qui intervient en tant que garant dans certains mécanismes de financement pour soutenir justement les économies et les banques. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est inexistant en Afrique. Hein, donc, on voit par exemple qu'en Europe... Qu'est-ce que l'État doit faire? Alors, l'État doit créer des cellules effectivement spécifiques d'accompagnement, d'aide au soutien des PME locales, parce que sans ces PME, en fait, c'est un vrai manque à gagner. Et l'État doit vraiment prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que plus vous allez développer ce tissu industriel local, plus les États vont pouvoir s'enrichir quelque part avec des taxes, de l'imposition, et ça va générer de la croissance. Et cette croissance, c'est des revenus supplémentaires, c'est de l'employabilité, et c'est aussi surtout une possibilité d'allocation de ces ressources à des postes qui sont prioritaires et stratégiques, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures. Alors, une dernière question avant de prendre quelques questions des participants et revenir. Je voulais qu'on revienne sur l'outil qui est en train d'être mis en place par JPG Consulting, le cabinet que tu diriges. Comment est-ce que cet outil-là peut aider les entrepreneurs? Parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un tout à l'heure, je l'ai dit, l'événement, c'est vraiment, nous, on est dans la pratique. Et toi, très concrètement, comment est-ce que l'outil peut aider les entrepreneurs qui sont là
à se stabiliser financièrement ou à augmenter les chiffres d'affaires ou à avoir la bonne information? Alors, tout d'abord, c'est un outil qui, effectivement, on est en train de concevoir au sein du groupe JPG. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les grandes banques mondiales de la place. J'ai eu, moi, au cours de ma carrière, à déployer ce genre d'outil, que ce soit chez BNP, Natixis ou Citibank. Et donc, c'est un outil, en fait, qui est là pour essayer, d'une part, de rapporter un petit peu de la confiance. Parce que quand on regarde, effectivement, les problématiques qu'on a en Afrique, c'est un problème de confiance. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attirer de l'investissement étranger. Et comment on attire l'investissement étranger? Donc, c'est là où le secteur bancaire va jouer un rôle prépondérant. Alors, donc les banques doivent pouvoir effectivement démontrer leur résilience, démontrer également leur capacité à être solvables, à avoir de la liquidité et éviter tous les systèmes, les effets de crise. Donc, l'outil permet en fait de calculer ce qu'on appelle les fonds propres réglementaires. Donc, les fonds propres réglementaires, ce sont en fait le minimum de fonds que doit disposer toute institution financière lorsqu'il octroie des politiques de crédit. Donc, cet outil va faire ce calcul. Il est calibré aux standards internationaux. L'outil existe déjà, on va dire. Il est en cours de développement. D'accord. Il est calibré aux standards internationaux, tels que le prévoient les accords des grands traités de Bâle ou autres. Et la particularité qu'on va y intégrer, nous, c'est d'intégrer les standards africains. Parce qu'aujourd'hui, effectivement... Et c'est quoi les standards africains? L'appréciation du risque, aujourd'hui, si tu veux, telle qu'elle est perçue en Afrique, ne peut pas être la même qu'en Europe. Donc, dans nos modèles mathématiques qu'on conçoit, en fait, nous intégrons les standards africains, et ces standards africains... On intègre aussi les devises, je sais pas, le franc On CFA, y arrive, justement. Donc, ces outils, effectivement, font des calculs, mais avec des devises de référence, qui sont généralement l'euro ou le dollar. Donc, c'est vrai que quand on veut apprécier les risques en euros en dollars, sur le continent, c'est pas pareil. Donc, nous intégrons dans notre mécanisme, en fait, la particularité d'intégrer les devises locales et d'avoir, en fait, une approche calculatoire à deux niveaux. Une approche devise de référence et une approche en devise. Alors, très concrètement, moi, je suis là aujourd'hui, je suis une entreprise, Alain Consulting. Je vais utiliser l'outil des JPG. Quelles sont les étapes, les méthodes? Comment est-ce que cet outil-là va merder? Alors, l'outil sera plus mis à disposition, en fait, des banques. D'accord. Et grâce à ça, les banques vont avoir en fait une meilleure appréciation de leur risque en fait. Donc du coup, pour tout type de secteur d'activité, pour tout type en fait de prêts qu'elles souhaitent octroyer à des PME, mais les entreprises doivent avoir une certaine attitude en amont, parce que même si je prends le cas d'une banque qui utilise l'outil des JPG Consulting, si moi je suis une entreprise, si je vais dans cette banque-là qui utilise l'outil, il y a un certain nombre peut-être de critères qui vont me demander. C'est là où effectivement l'intelligence économique a un rôle important. Donc les entreprises ou les PME notamment qui vont solliciter des prêts et des financements dans tel ou tel secteur d'activité doivent avoir au préalable quand même avoir fait un minimum en réalisant des benchmarks, en collectant de l'information qui vont leur permettre de se présenter au niveau d'une banque. Les banques vont intégrer leurs paramètres et à la fin vont pouvoir en fait dire go ou no go, on y va ou on n'y va pas, compte tenu des critères en fait que les entreprises auront communiqués aux banques. Donc ça va être le chiffre d'affaires, ça va être des projections sur horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur d'activité? Est-ce qu'il y a eu des entreprises similaires qui ont sollicité des prêts? Ont-elles fait défaut ou pas, etc. Donc tous ces paramètres doivent être sont intégrés dans cet outil et qui va influencer en fait les banques dans leur mécanisme d'octroi de crédit. Et ça se fera dès l'origination, dès l'entrée en contact avec n'importe quel client. D'accord, merci. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable frein en fait au niveau des institutions financières panafricaines dans l'octroi de crédit. Et comme je le disais, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des secteurs d'activité, il y a une méconnaissance des clients. Donc les banques, ne sachant pas, ne prenant pas de risques, donc elles vont vous demander des garanties très élevées. Donc, par exemple, on a des cas où un client veut en prêter 100, la banque va lui demander d'apporter une garantie quasiment similaire. Oui, on va aussi retrouver les taux d'intérêt qui sont assez élevés. Et ça, tout ça, ça freine. Donc nous, effectivement, notre outil, c'est un outil qui est à la destination des banques commerciales, des banques centrales également, parce que les banques centrales ont notamment comme vocation de faire de la supervision au niveau de leur secteur bancaire. Et cet outil va permettre aux banques de pouvoir collecter de l'information, faire des statistiques, faire nous ce qu'on appelle dans un langage un peu plus technique, des exercices de backtesting, de stress testing, pour voir en fait les types d'entreprises qui ont sollicité des prêts dans tel ou tel secteur d'activité, comment s'est passé la vie du crédit, est-ce qu'elles ont eu des défauts ou pas.
c'est-à-dire que la capacité à rembourser ou pas les emprunts qu'elles ont eus. Et à partir de là, les banques adaptent leur politique de risque. Et normalement, ça doit pouvoir en fait influencer et encourager en fait l'octroi de crédit. Alors effectivement, on a deux schémas classiques, hein. On a la banque classique qu'on observe, et nouvellement en fait toutes les banques digitales qui arrivent, dont les coûts effectivement sont moins élevés. Et quand on regarde le marché africain avec un gros potentiel encore de bancarisation, on sait qu'aujourd'hui l'accès aux banques demeure difficile parce que les coûts sont élevés. Mais tu vois, typiquement, tout le monde a un téléphone portable, donc l'accessibilité donc à ces banques est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée pour pour toute la population, l'ensemble de la population. Donc, en termes, quand on parle effectivement d'opportunités pour l'Afrique dans un futur, la banque en ligne, la banque digitale, qui ne nécessite pas de guichet ni de comptoir, est un secteur qui va normalement et qui doit en fait prospérer. Alors, je veux on avance avec le renforcement de la voix de l'Afrique dans les institutions financières. Toutes les grandes structures, tous les grands mécanismes sont réfléchis à l'européenne ou bien à l'occidentale. Junior, comment est-ce que l'Afrique peut porter la voix pour renforcer sa capacité à décider dans ce Conseil des Nations-là? Moi, je pense que c'est une question qui est assez pertinente et dans l'air du temps. Quand on observe aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, les conflits notamment, on voit que toutes ces instances internationales, depuis les accords de Bretton Woods avec la création du FMI, de la Banque mondiale, même de l'ONU, il y a une perte de vitesse complètement. Parce qu'on voit le conflit en Ukraine, on voit ce qui se passe en Israël-Palestine, on voit le Haut-Karabakh, Taïwan qui arrive. Il n'y a pas de décision forte qui sont faites au niveau de ces instances. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que l'Afrique a un vrai rôle à jouer, et surtout quand tu regardes en fait la thématique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quasiment 70% des problématiques qui concernent le Conseil de sécurité portent sur les problématiques africaines. Et on n'a pas de représentants en fait au sein du Conseil de sécurité. Donc je pense. On ne va pas dire que c'est un manque de compétences intellectuelles. Non, je pense que les États africains doivent faire du lobbying, doivent insister là-dessus, doivent se réunir entre eux. Et moi, j'avais lors d'un échange avec une personne politique, émis une idée qui ferait que l'Afrique pourrait envisager d'avoir en fait un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Mais ce membre serait désigné en fait de manière rotative au sein de l'Union africaine. Toutes ces ressources naturelles, avec la disponibilité de la main-d'œuvre à bon prix, selon vous, qu'est-ce qui ralentit encore le développement de notre continent africain? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, on a une main-d'œuvre qui est à bon prix, comme vous le dites. Et moi, je compare souvent l'Afrique en fait à la Chine d'il y a 40 ans. Hein. L'Afrique, qu'est-ce qui a fait de la Chine une première puissance? C'est sa population, sa démographie. Hein, quand ils sont passés à 1 milliard d'habitants, la Chine est devenue la première fabrique du monde. Donc, je pense que le frein qu'on a aujourd'hui, c'est d'une part, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir une grande nation sans un socle éducatif qui soit fort. Si on n'a pas une nation éduquée, ça devient difficile. Ça, c'est le premier point. Maintenant, compte tenu des ressources naturelles qu'on a sur le continent, aujourd'hui, on voit que la plupart de nos minerais stratégiques viennent d'Afrique. Ils sont exportés. D'accord? Il n'y a pas de transformation. Donc, on doit développer de l'économie inclusive, c'est-à-dire extraire, transformer localement. Et ainsi, on va faire participer effectivement les États dans l'économie, on va créer de l'emploi, on va créer de la richesse et on va créer de la valeur. Donc les gouvernements doivent mettre l'accent sur de l'économie inclusive. Alors, Junior, le rôle des banques centrales pour non seulement les États et pour les PME, comment est-ce que les banques centrales peuvent aider ces strates de la population? Alors, tout d'abord, effectivement, ce sont les banques centrales qui dictent la politique économique et monétaire des gouvernements, notamment au travers des taux d'intérêt d'emprunt qu'elles émettent à destination des banques centrales. Et pour que ces banques centrales soient à même de prendre les bonnes décisions, il faut qu'il y ait de la transparence, de la discipline de marché et surtout de la surveillance prudentielle. C'est-à-dire que les banques centrales doivent être à même
d'anticiper, comme tu le sais, effectivement, quand tu as l'information, tous les scénarios, effectivement, de crise systémique, parce que on sait que ça va arriver à un moment donné, l'Afrique va accéder au marché des capitaux mondiaux. Et donc, pour cela, en fait, les banques centrales ont un rôle majeur. Elles doivent effectivement être dans l'anticipation, dans la supervision, et grâce à ça, elles pourront aussi après abaisser les coûts directeurs des emprunts qu'elles émettent à destination des banques commerciales, et par effet de ricochet, les banques commerciales pourront aussi abaisser les emprunts à destination en fait des clients. Ce qui fait qu'on rentre dans un cercle vertueux avec les emprunts, la croissance, etc. Un mot très rapidement sur les matières premières africaines qui ne sont toujours pas transformées. Parce que je reprends un petit peu la question de notre collègue. Et donc, il faut éduquer. Il faut former les gens dans les secteurs d'activité qui sont stratégiques et qui portent sur nos minerais stratégiques. Et donc, du coup, quand vous avez de la confiance dans un pays, vous allez attirer l'investissement étranger. Donc, il faut qu'il y ait aussi ce partage de connaissances, ce partage de compétences qui va se faire, développer de l'économie inclusive qui fait qu'on sera maître effectivement de nos matières premières et on va de facto en fait augmenter nos résultats. D'accord, on a fini, on va conclure. Ton mot de fin. Et puis je rappelle que Junior est venu avec son livre au stand. Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ce livre-là pour dire aux uns aux autres, peut-être qu'ils veulent partir avec le livre et se le faire dédicacer. Et je te laisse 2 minutes pour conclure et Henri prendra tout de suite la parole derrière. Donc pour conclure, je remercie encore une fois Abidjan pour l'accueil qui nous a été réservé. Et toi aussi Alain pour les efforts consentis pour mettre en place le Let's Talk Best Business qui est maintenant à sa 4e édition. Donc ce sont des initiatives qui sont importantes parce qu'elles nous permettent de nous connecter avec la réalité, dispensant aussi de l'information économique, car on sait que celui qui dispose de l'information va pouvoir anticiper, va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Et pour revenir à mon livre, donc c'est un livre que j'ai écrit basé sur mon expérience personnelle, professionnelle, en ayant une clé de lecture singulière au travers de ces expériences, de ce que j'ai pu faire. Et en se disant, ben voilà, on a un continent, un pays qui détient quasiment toutes les ressources qu'il faut, démographiques, la superficie et les ressources naturelles. Alors, il y a moi je prends souvent l'exemple d'un pays comme Singapour. C'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles, mais qui est aujourd'hui en fait l'une des puissances économiques mondiales. Et quand on regarde en fait ce pays, qui faisait partie des 4 dragons dans les années 60, entre 60 et aujourd'hui, au moment de nos indépendances, comment ce pays a fait. Donc je pense que les économies africaines peuvent s'inspirer de ce genre de modèle, et c'est ce que je définis aussi un petit peu dans mon livre, en prenant un peu les best practices faits au niveau mondial et voir comment on peut l'impacter sur nos économies africaines.